T'as une ligne de millions qui apparaît sur ton compte. Tu te sens comment? Quand tu es une agence immobilière, le nerf de la guerre, c'est la rentrée de mandat. Et donc là, tout le monde nous regardait avec des gros yeux ronds, en nous disant que vous êtes des tarés. S'il y a de l'humain, la tech, évidemment, c'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen. Les crises, c'est un moment qui te force à créer des business qui sont résilients. Moi, je fais vraiment partie de ces gens. Je suis pas vraiment en capacité de donner le meilleur de moi-même si le sujet me plaît pas. Quand t'as 16 ans, tu vis chez papa-maman, t'es dans ta chambre, t'as zéro dépense. Enfin, 2000 francs, c'est un super argent de poche à cet âge-là. Donc ça a été un vrai déclic parce que l'autonomie financière te fait grandir tout de suite. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore. Et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site d'Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors, épisode spécial, je ne sais pas si je reçois quelqu'un qui aujourd'hui partage une passion que j'ai, c'est l'éducation et la prochaine génération et l'impact. Est-ce que je reçois aussi un serial entrepreneur, qui plus est, un entrepreneur qui est pionnier dans les exits dans la tech, on peut dire ça? Pionnier, je sais pas, il y en a eu avant nous, mais on fait partie, je crois, dans la French Tech, des boîtes qui sont plutôt bien vendues. T'as monté plusieurs boîtes, mais tu es connu, on va dire, sur la place pour la revente de meilleurs agents. Tout à fait. C'est quelle année? Quand on cède meilleurs agents, c'est fin 2019. Et c'est créé quand? Ça a été créé en plein 2008, à un moment particulier, puisque 2008, il faut se souvenir, c'est la crise des subprimes. Ouais, quel beau timing. Avec Lehman Brothers qui se plantent aux US, etc. Et nous, on a la bonne idée à ce moment-là de se lancer dans l'immobilier avec une dimension Internet très forte. Et donc là, tout le monde nous regardait avec des gros yeux ronds en nous disant que vous êtes des tarés. C'est un bon signe, ça? C'est un très bon signe. En fait, pourquoi? Parce que les crises, c'est un moment qui te force à créer des business qui sont résilients. À tout de suite te concentrer sur une proposition de valeur qui est forte, qui n'est pas superflue, qui n'est pas nice to have. Et puis à te forcer, là c'est plutôt en interne, à avoir une hygiène de gestion qui est hyper carrée. Okay. À pas dépenser n'importe comment, à réfléchir à chaque euro que tu dépenses. Parce que tu sais que ton idée est unpopular. Genre, c'est-à-dire que tout le monde te dit il y a trop de risques. Farfelue. Ok. L'immobilier, pas du tout. À un moment, quelques années plus tard, on a entendu parler de la PropTech, où il y a plein de boîtes qui se sont lancées, etc. Mais nous, on était une génération un peu antérieure. On n'avait pas eu l'idée de marketer ça comme de la PropTech. Voilà, on était une boîte qui allait aider d'un côté les particuliers à avoir une bonne estimation de leurs biens dans le cadre de leur projet de vente, et ensuite d'identifier le bon agent immobilier pour vendre. Donc ça, c'était la vision côté consommateur. Et côté pro, côté agence, l'idée, c'était de leur apporter du business, parce que quand tu es une agence immobilière, le nerf de la guerre, c'est la rentrée de mandat. Tout le monde se dit, il faut vendre, Non, il faut surtout rentrer des biens à la vente, au bon prix. Donc de la demande. Et idéalement, on exclut la supply, l'offre, exactement. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Peu importe les moments de cycle, que les cycles soient hauts ou bas, tu réussis ton métier d'agent immobilier si tu rentres des bons mandats, idéalement en exclu et au bon prix. Voilà. Je vais te faire une présentation, mais attends, j'ai même pas envie de faire ta présentation. Je veux juste foncer dans cette dernière partie. Ouais. Est-ce que c'est le cas qu'un entrepreneur, par définition, c'est quelqu'un qui doit avancer contre l'opinion publique? Est-ce que tu recommandes à des gens réellement, quand ils entreprennent, de se dire que dès qu'ils ont une idée qui n'est pas acceptée de la plupart des gens, alors ça veut dire qu'ils ont quelque chose? Pas forcément, parce que tu as des gars qui ont des idées farfelues, elles sont farfelues, il n'y a pas de marché. Et puis parfois, il faut savoir avoir raison. La difficulté, je dirais, c'est plutôt le timing souvent, parce que tu as plein de mecs qui ont des bonnes idées, et tu prends plein de gars de la bulle 2000 qui se sont plantés. Finalement, il y a des bonnes idées, c'est juste que le marché n'était pas encore mature, l'écosystème n'était pas encore là, le taux de pénétration d'Internet dans les foyers n'était pas encore au niveau. Donc la masse critique et les conditions n'étaient pas forcément réunies pour que ce genre de business existe. Mais il y en a eu plein ensuite qui ont refait des tentatives de la bulle 2000 et qui ont réussi par la suite.
Donc bon, je suis pas certain qu'il y a de règles absolues. En revanche, c'est plutôt, ça c'est valable pas que pour l'entrepreneuriat, c'est si tu fais vraiment comme tout le monde, tu risques de pas forcément te démarquer. Mhm. Et c'est pas qu'il faut faire les choses différemment de manière obstinée, mais souvent, quand on essaie de faire les choses avec un angle de vue un peu différent, en essayant de faire les choses différemment, souvent on est capable soit de sortir du lot, soit de tomber sur un truc que personne n'avait vu, etc. Et donc ça te met sur en tout cas la bonne voie. Et on l'a dit, on va reparler peut-être un peu de meilleurs agents parce qu'il y a Ouais. l'aspect timing, mais je pense qu'il y a une autre variable dedans, dis-moi si je me trompe, c'est que t'es pas seul en fait. C'est-à-dire qu'on a beau dire ça, t'as réussi à trouver d'autres fous comme toi Ouais. qui sont en mode non, on a raison. Malgré que tout le monde a tort, on va leur Clairement. prouver, enfin, quand tout le monde nous dit qu'on a tort, on va leur prouver qu'on a raison. Bref, cher Julien, mais qui es-tu? Allez, comment tu te présentes aujourd'hui? C'est une très bonne question. Pendant longtemps, je me suis vachement défini par rapport à meilleurs agents, justement. Et j'ai remarqué que durant les dîners, maintenant, je commençais plutôt par EduMapper. Enfin, même, je commence désormais par EduMapper. Et t'es content? Oui, je suis très content. Quand t'associes plus à une ancienne forcément, après, expérience. souvent, il y a l'entourage qui me connaissent. Il me dit, oui, mais attends, tu dis pas que tu as fait meilleurs agents. Et moi, j'aime moins en parler maintenant parce que c'est vraiment une ancienne vie. Autant quand je venais de vendre, j'étais encore très attaché à cette aventure, à la société et à quelque part cette forme de succès. Qui te définit, surtout quand tu sors de la boîte que tu as vendue, tu n'as plus rien en fait à quoi te raccrocher. Donc tu es un peu content quand même de t'attacher à ce truc-là qui est quand même positif. Bien sûr. Et maintenant que ça fait 6 ans désormais, et que ça fait plus de 2 ans qu'on bosse sur EduMapper, ça y est, la vie meilleurs agents est vraiment derrière nous. Et donc EduMapper, c'est vraiment mon activité principale. Donc comment je me présente? On dit, je dis que je suis généralement un entrepreneur dans le domaine de la tech. Et qu'aujourd'hui, je suis cofondateur d'une boîte dont la mission est d'aider les lycéens à bien s'orienter dans leurs études supérieures. Voilà, et ça s'appelle EduMapper. Viens, on compare 30 secondes le business meilleurs agents avec le business EduMapper, et je te titille là-dessus. Est-ce que c'est vraiment de la tech ou est-ce que la tech n'est pas un moyen et que meilleurs agents, c'est de la prop, enfin c'est de l'IMO? Oui, bien sûr. Ok, dans ce cas-là, EduMapper, c'est quoi? C'est de l'humain? C'est de l'orientation. Ouais, c'est de l'aide à l'orientation. S'il y a de l'humain, évidemment. La tech, évidemment, c'est pas une fin en soi, c'est qu'un moyen. Ok. Mais t'es pas passionné de tech, t'es pas un geek, toi, à la base? Moi, je suis un geek, 100%. Je suis vraiment le tech de la bande. Donc, moi, j'ai la partie tech et produit. Donc, je suis un tech, mais j'ai aussi une grosse dimension produit et business. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. J'allais dire, les bien gens sûr, que parce que y en a, ils vont être passionnés par vraiment faire la meilleure techno, optimiser les temps de réponse ou avoir la meilleure architecture. Évidemment, c'est des moyens qui sont importants pour faire un bon produit et shipper quelque chose qui est de qualité, qui va vite, etc. Mais pour moi, c'est qu'un moyen. Et moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est de mettre entre les mains d'un utilisateur un truc qui lui est utile. C'est vraiment ça ma grande passion. Et tu poses la question des parallèles. Très clairement, on est sur des secteurs très différents entre meilleurs agents, donc immobilier, EduMapper, l'orientation. C'est des thèmes très différents. Et pour autant, il y a énormément de parallèles. Et ça s'est un peu imposé à nous de bosser sur ce sujet-là. Pourquoi ? Parce que finalement, l'immobilier, en tout cas en 2008, pour avoir des notions de prix, il fallait aller au kiosque du coin, acheter le spécial immobilier Challenge ou du Nouvel Ops, qui sortait une fois tous les ans et tu avais des infos par quartier au mieux très à Paris ou par ville ou département en province. Évidemment, info totalement obsolète, un décalage complet avec les réalités du marché au moment où tu achetais le magazine. Et on s'est dit, mais c'est absurde. Et donc, marché très opaque. Et on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on utilise la tech pour mettre de la transparence sur un sujet évidemment au cœur de la vie des gens. L'immobilier, pour le français standard, c'est les 3/4 de son patrimoine, c'est les économies d'une vie, on s'endette pour 25-30 piges, etc. C'est vraiment, c'est au centre de la vie familiale, patrimoniale, même affective. Enfin, voilà. Donc, l'immobilier, c'est un gros pan. Et c'était absurde pour nous qu'il n'y ait pas d'informations fiables sur ces questions-là. Et surtout, de ne pas avoir un moyen simple d'évaluer son bien et de trouver surtout un professionnel de qualité pour t'accompagner dans ton projet de vente, pour finalement vendre le plus gros actif de ton patrimoine, pour la plupart des gens. Donc, voilà. On voit là, l'aspect business côté business, côté B2B. Moi, je veux juste comprendre une chose. Tu te bases sur un marché qui est basé à 100% sur de la data. Tu peux mettre un petit peu d'émotionnel si jamais il y a ta grand-mère qui a vécu là-bas ou que c'est là où tu as grandi. Peut-être que tu te dis, OK, je vais plus vouloir acheter ici ou là-bas. Passons. Tu te bases sur EduMapper, de l'orientation on appelle ça des conseillers de désorientation. Dédicace à tous les rappeurs qui utilisent ça dans leur punch. Mais il y a de la data en fait. Il y a de la évidemment, et c'est là que le parallèle se crée, c'est que l'orientation, c'est un processus de décision qui est long dans la tête d'un gamin.
Alors, il y en a qui ont de la chance de trouver tout de suite ce qu'ils veulent. Et j'emploie le mot chance parce que quelque part, c'est une bénédiction de savoir de trouver c'est ce pas qu'on fait. normal en fait. Il y a plein d'adultes Avant aujourd'hui, 20 c'est ans, encore paumé à 40 balais ou 50 balais, ils savent toujours pas finalement ce pourquoi ils sont faits. Et ça peut être la quête d'une vie, de se connaître soi-même, de savoir ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est bon, ce pourquoi les gens sont là. Et donc, ce sujet-là, il est absolument central pour permettre aux uns et aux autres de bien s'épanouir dans leur vie. OK ? Et donc, l'appareil de formation, il est complexe. Il y a les universités, les écoles privées, il y a plein de diplômes. C'est le bol complet. Franchement, pour comprendre entre un bachelor, un BBA, un master, un MSc, un BUT, BT, c'est la jungle. Ouais. Donc, tout l'enjeu, donc opacité. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on va prendre ce truc-là, on va prendre la data. La data brute, c'est sympa, mais ça suffit pas parce que la data brute, faut savoir la traiter. Elle est souvent de mauvaise qualité. Elle est là en trop grand nombre. Mais elle me dit quoi, cette donnée? Donc, c'est là où la science intervient pour pouvoir prendre la data, transformer cette donnée brute en information qui est vraiment utile pour moi en tant que lycéen et pour m'aider à prendre des bonnes décisions. Et donc, la science, elle est clé pour valoriser de la donnée brute en information. Et typiquement, j'ai donné un exemple. Je vais t'en donner deux sur EduMapper. Le premier, c'est qu'on analyse les parcours des uns et des autres, et notamment quelles ont les mentions qu'ils ont obtenues au bac à l'entrée de chacune des formations pour comprendre finalement, toi, en fonction de ton lycée, ta note, tes spécialités, quelles sont tes chances d'admission pour entrer à la prépa MPSI à Louis-le-Grand ou en BTS informatique. Basé sur les anciennes données. Okay. Et ça, c'est une vraie question. C'est bon, est-ce que j'ai mes chances de rentrer dans... Voilà, parce que si je dois mettre mes vœux dans Parcoursup, c'est bien de savoir à peu près si j'ai mes chances de rentrer ou pas pour faire des vœux et ambitieux et sécures et faire une stratégie de vœux équilibrée. Donc là, on accompagne vachement le lycéen pour construire ça. Et la data et la science est fondamentale pour fournir une information de qualité, fiable, non biaisée commercialement, pour aider efficacement le lycéen. Le deuxième, très vite, c'est on analyse, tu vois, plus de 27 millions de profils LinkedIn pour comprendre en fonction de ton école. Mais les mecs, ils vont bosser où? Parce que les plaquettes commerciales à la sortie de chez nous, les mecs, ils gagnent, je sais pas, 45 000 balles et ils vont faire ça. C'est une plaquette. Puis, nous, on fait quoi? On prend les 27 millions de profils LinkedIn disponibles en France. En fonction de l'école, on est capable de voir et à quelle échéance, dans quelle boîte tu vas bosser, dans quel secteur, à quelle typologie de job, quel niveau de responsabilité managériale. Ouais. Voilà, on te met la lumière sur les parcours réels. Voilà. Sachant que ce que tu dis, moi je mets une parenthèse sur le salaire, c'est totalement faux et biaisé. C'est-à-dire que c'est juste un appel à tes anciens élèves, sondage, hey, tu gagnes combien? Et puis il filtre. Et bien sûr, toi t'es en start-up, tu crées ta boîte, tu peux pas acheter d'appart encore là depuis 3 ans, allez, dégage de là, tu reviendras quand tu auras levé 100 millions. Moi, je vais revenir sur une chose. La data dont tu parles, après, j'arrête de te faire chier sur la data. Je dis ça parce que c'était pas prévu. Moi, je veux faire un tour dans ta tête et avoir le déclic entrepreneurial. Mais ça m'intéresse énormément d'une chose, c'est qu'en fait, je suis convaincu que dans la part de EduMapper, tu t'attaques à une nouvelle génération qui a peut-être même des questions et donc des nouvelles variables qu'il n'y avait pas avant ou qu'on ne posait pas la question. Donc, je reviens à mon sujet. Tout ce que tu dis sur normaliser et la rendre accessible là où c'était opaque, cette data, j'ai l'impression que c'est du côté supply, c'est du côté école. C'est on va enfin pouvoir savoir ce que les écoles font réellement et comment nous, étudiants, on peut s'orienter. Mais tu l'as dit juste avant, le plus important, c'est de se connaître. Et tu dis qu'il y a des gens, allez, je peux le dire, on n'a pas le même âge. Ça y est, je me prends une balle, là. T'inquiète, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Dédicaces, Valentine, on va parler de toi aussi. Non, mais plus sérieusement, je le vois, moi, avec mes parents, et on en parle, ma mère est prof, donc en plus, elle me parle aussi de les questions, même de génération en génération qui évoluent. Comment tu peux créer de la data sur une question aussi large et aussi riche que les variables qui peuvent influer là-dessus, donc c'est-à-dire la quête du bonheur, qui est une question d'une vie, ou se connaître, et derrière faire des bonnes propositions en fonction de la data que tu as normalisée avant, c'est-à-dire celle des écoles. Vous avez 3 minutes, pas 4 heures. Non, mais là, tu me cornerises. Évidemment. Non, mais c'est un challenge qui t'intéresse. C'est un challenge extraordinaire et je pense qu'il est difficilement soluble, s'il est soluble. Ce qu'on fait, en tout cas, nous, ce qu'on a mis sur pied, c'est un outil très concret qui permet d'évaluer, en fait, sur base d'un certain nombre de questions, quelles sont tes forces et tes moteurs dans la vie. Okay. Un côté test psycho un peu. Ouais, et donc ce test qu'on a fait, c'est une sorte de mash-up entre plusieurs tests qui sont connus, qui existent depuis des décennies, qui sont prouvés scientifiquement, notamment le test RIASEC, je ne sais pas si tu connais. Ouais, je l'ai fait. Voilà, il y a un certain nombre de tests comme ça. Qui m'a pas beaucoup avancé. Donc, dont on sait inspirer et dont on sait la qualité sur le plan scientifique, parce qu'il y a des dizaines, centaines de milliers de personnes qui l'ont fait. Mais
il est long. Et donc, on a voulu le condenser et le mixer avec d'autres tests. Et donc, c'est ce qu'on propose sur notre site. C'est un test qui prend, pour les vieux comme moi, ça prend 5 minutes parce qu'il y a des questions. En vrai, ça mène des vrais questionnements. Des vraies réflexions, bien et quand sûr. tu vas à la sortie d'un lycée et que tu le fais tester par des gamins qui ont 17 ans, c'est pas. Et en 2 minutes, ils ont leur résultat. Ok. Voilà. Ils se prennent moins la tête que nous. Ils se prennent moins la tête, ils sont beaucoup plus au clair, ils se mentent moins peut-être aussi, parce que c'est voilà. Intéressant ça. Parce que quand on est plus vieux, peut-être qu'on aurait voulu être comme ci, puis on se rend compte qu'on l'est peut-être pas comme ça, donc du coup on s'avoue les des choses. Voilà. Ouais. Et donc du coup, voilà, donc c'est encore très loin d'un outil qui va te permettre vraiment de connaître tout. Enfin, je ne suis pas certain d'ailleurs que ce soit faisable. En tout cas, pour une cible aussi spontanée et aussi dans l'immédiateté que sont les lycéens, ça nous paraît impensable en tout cas de faire des tests trop compliqués, trop longs. En revanche, grâce à l'IA, tu vois, avoir une interface plus conversationnelle où petit à petit, tu l'interroges, tu le questionnes, il te répond et tu glanes un certain nombre d'informations qui petit à petit t'amènent à former des suggestions de plus en plus pertinentes. Ça, oui, ça clairement, on va travailler dessus. Et tu dirais, juste pour boucler là-dessus, d'ailleurs, on va en reparler des étiquettes et des cases, parce que je pense que les data points, tu les additionnes, ça fait des patterns, mais en fait, il y a autant de patterns que d'étudiants ou d'êtres humains. Tu dirais tout simplement que l'échec, je parle bien d'un échec dans l'écosystème startup de l'EdTech, de l'éducation, et là, qui plus est de l'orientation, c'est la raison que tu viens de donner, c'est-à-dire il y a tellement de data qu'on ne sait pas à quel point on pourra solutionner ce problème. Et donc, du coup, vu qu'on ne sait pas qu'on pourra répondre à 100%, en gros, dans la tête de d'autres entrepreneurs ou même investisseurs, on n'y va pas. Tu dirais que c'est ça? Il y a ça, c'est une partie. C'est pas ce que je mettrais en avant en premier. C'est vrai que quand on a attaqué notre levée de fonds, on s'est heurté à pas mal de réticences soit par des fonds avec justement un peu vacciné de l'EdTech. De la complexité de l'humain, ouais. quoi. Nous, notre sentiment, c'est que la plupart ont péché de vision et d'ambition. Et c'est pas par arrogance qu'on dit ça, c'est juste qu'en fait, ce sujet est très compliqué, donc il faut des moyens conséquents pour pouvoir construire une équipe de dingos avec des tronches hyper complémentaires, que ce soit sur la tech, sur justement le marketing, mais aussi une dimension psy, orientation, vraiment cette expertise métier. Et surtout d'avoir les moyens suffisants pour s'installer dans la durée. Pas de peau, nous, on choisit souvent des verticales où c'est opaque. Bon, c'est un peu notre volonté, c'est de mettre la lumière sur les trucs opaques, mais où les temps sont longs. L'orientation, bah voilà, c'est un sujet qui est long, c'est pas un truc que tu décides comme ça overnight. Oui, bien sûr. Et donc, il faut avoir les moyens financiers suffisants pour pouvoir durer au moins quelques années, pour avoir le temps de s'installer dans le paysage, montrer que tu es capable d'attirer les lycéens chez toi, que tu leur délivres réellement de la valeur, que tu les aides concrètement dans leur processus d'orientation, sans avoir à céder trop tôt aux sirènes de la monétisation, notamment auprès des écoles, qui vont dire « Ah, mais moi, je veux ci, je veux ça, etc. » Et on a vu trop de boîtes qui sont plutôt school first. Mm-hmm. Et donc, leur client primaire, c'est l'école. Et donc, qu'est-ce que je fais pour aider l'école à recruter au détriment un peu de l'élève? J'agrémente vos billets, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On fait avant tout un produit, et en haut de la pyramide, c'est très clair, c'est le lycéen. Éventuellement, ses parents, mais c'est avant tout le lycéen. Parce qu'il y a une logique quand même un peu tripartite, parce que les parents sont quand même dans la boucle. Bah, ils payent, quoi, à terme. Alors non, parce qu'on ne va pas faire payer le public. Non, parce que nous, notre mission, c'est d'aider chacun des lycéens à bien s'orienter, ce qui exclut une monétisation côté B2C, parce que sinon, on recrée des formes d'inégalité. Ah ok, oui, t'as raison, ok. Et donc, nous, on veut pas. L'égalité en tant que telle, ça n'a pas forcément de sens, et c'est vain comme objectif. En revanche, rétablir une forme d'égalité, d'accès à l'information, de savoir que, tiens, compte tenu de mon dossier, en fait, j'ai mes chances pour aller à tel endroit, et puis je découvre des possibilités que mon entourage, mes parents ou mon entourage, en fait, ne connaît tout simplement pas et dont je ne peux pas avoir connaissance. Ça nous paraît totalement injuste. Et donc, c'est là où EduMapper peut jouer un rôle pour justement rétablir une forme d'égalité d'accès à l'information. Voilà. Et oui, les écoles ou demain les entreprises vont être amenées à payer chez nous. Donc, on va leur fournir des produits. Ce seront nos clients au sens technique du terme, dans le sens où ils vont nous rémunérer. Mais on prendra toujours nos arbitrages en fonction du lycéen. Parce qu'il y aura forcément un moment où il y aura des trucs qui nous seront demandés qui seront peut-être pas positifs pour les lycéens, et là on dira stop, ça c'est pas possible. Et ça, on a eu l'habitude de le faire avec meilleurs agents. Le 2, c'était le propriétaire-vendeur. Les agents nous demandaient ci, nous demandaient ça. On disait non, ça on peut pas, c'est contraire à notre client final. Ouais, c'est intéressant parce qu'au final, quand tu dis tripartie ou même deux parties, je sais pas comment dire, bipartie, c'est presque une marketplace, quoi. C'est que tu as toujours deux personnes, ou une il y a plateforme, un flux financier et tu dois savoir qui tu traites. Est-ce que
Bref, je spoil, hein, mais Ouais. vous avez levé, vous monétisez pas. Non, pour vous, l'instant, pas encore. Pas Ouais. encore, en Ouais. tout cas. Vous servez vos users. Et spoiler, je crois pas qu'ils aient ton âge. Et on va en reparler. Non, Oh là là, heureusement, sinon ils auraient un problème quand même. Ah, tu sais pas. Oh ouais, non, lycée, ouais. Non, mais il y a d'autres pays où, tu sais, dès que t'es en études supérieures, tu peux avoir des gens de 40, 50 C'est ans vrai. facile. Et j'admire ces gens qui sont capables, donc à mon âge, donc effectivement j'ai 43 ans, j'en profite parce que je vais bientôt s'en avec 44. Il a envie de débunker l'histoire de l'âge, là. Non, mais ouais, c'est un petit sujet qui me travaille en ce moment, c'est marrant, c'était pas du tout un truc et ça le devient de plus en plus dans ma petite tête. Ouais. Qu'est-ce qui te travaille 30 secondes là-dessus? Non, j'en sais rien, c'était vraiment pas un sujet et puis là je me rends compte que j'ai 44 balais dans une semaine et c'est je sais pas. Voilà. Quoi, Bon, allez, on reviendra là-dessus après. Moi, je voulais juste faire une intro et dire qu'on va reparler de tout ça. Moi, j'ai des questions du genre, est-ce que tu comptes bosser avec l'éducation nationale un jour? Ok. J'aimerais comprendre à quel moment tu vas prendre l'argent et tu nous as dit qu'il y aura des limites. Quelles sont ces genres de limites où les écoles vont arrêter en fait, d'avoir un monopole sur les étudiants? En fait, je parle plus de rapport. J'ai l'impression que d'ailleurs, dans tout votre procédé, servir vos étudiants sans faire de l'argent, c'est créer votre bargaining power demain que de dire, tout le monde nous écoute et nous croit parce qu'on les sert. Donc maintenant, voilà ce qu'ils demandent et c'est ce que vous allez faire aux écoles. Mais je ne te laisse pas répondre, je te lance pas là-dessus. Moi, je vais revenir à un truc. C'était un peu ma dernière question. Je te dis un peu, en gros, il faut être fou et pourquoi les gens n'y sont pas allés. Et tu l'as dit en refermant les bras, mais tu l'as quand même dit. Ah merde, tout à l'heure. Mon langage corporel qui m'a trahi. J'analyse. Ouais, Non, mais plus sérieusement, tu as parlé d'ambition. Ouais. Et moi, je veux revenir dans la tête du Julien, serial entrepreneur, être humain comme nous tous. C'est quoi ta vie, mec? Être serial entrepreneur, j'ai l'impression que c'est antinomique avec ce qu'on nous inculque jusqu'à nos 18 ans et l'école et le socle commun qu'on a tous. Est-ce que tu recommanderais ce genre de vie à tes papas de 3 enfants, par exemple, ou à la prochaine génération? Je le souhaite à tout le monde. Après, est-ce que tout le monde est fait pour ça? Je sais pas. Je suis pas certain. Ok. Mais je le souhaite parce que en fait, tu choisis tes combats déjà. Donc c'est quand même vachement mieux de passer du temps sur les sujets sur lesquels tu as envie de passer de l'énergie et de te consacrer. Donc ça, c'est vraiment un vrai luxe. Donc un côté passion dans tout ce que tu fais. Ouais, très clairement. Et moi, je fais vraiment partie de ces gens. Je suis pas vraiment en capacité de donner le meilleur de moi-même si le sujet me plaît pas. Intéressant. Donc à partir de là, ça te force un petit peu à vraiment choisir tes... cela dit, je pourrais très bien choisir une boîte qui est sur le sujet qui me plaît et bosser dedans. Mais là, on va toucher un autre aspect de ma personnalité, c'est que on va y arriver. J'ai un rapport à l'autorité qui est... Tu vois, là, rien que physiquement, je le sens, je suis en train de me remettre dans mon siège. J'ai un peu de mal avec ça. Ah, t'aimes pas l'autorité? Non, j'adore la liberté, en fait. C'est un besoin très fondamental. Alors. Je m'identifie à 100% là-dessus. Ouais. On m'a toujours dit que c'était un problème. Bon, ça l'est un peu quand même, on va pas se mentir, mais ça peut mener à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que t'aimes pas dans la qu'on me dise autorité, hiérarchie? Comment faire Mais pourquoi t'aimes pas qu'on te dise ça? Alors ça, j'ai pas la réponse. C'est vraiment viscéral chez moi. J'ai pas encore fait ce travail de psychanalyse pour comprendre d'où ça vient. Si on t'explique un ordre ou une demande, mais si on t'explique les causes, relations et conséquences, l'utilité, est-ce que là, tu peux te projeter beaucoup plus facilement ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais ça, évidemment. Mais j'ai ce besoin de faire à ma manière. Et alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas écouter, tiens, tu pourrais faire comme ci, ou prendre des feedbacks pour, avoir des suggestions qui vont m'aider à aller plus vite, faire mieux, etc. Mais j'ai ce besoin fondamental de faire mon truc et je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme ça. Laisse-moi essayer. Le faire pour d'autres, j'ai vraiment du mal, quoi. Un autre aspect. Vas-y. Tu peux être entrepreneur, mais tu es serial entrepreneur. Vendre une boîte 200 millions, c'est pas une finalité de vie pour toi. Spoiler, il est millionnaire. On en reparlera après. Non, mais je te titille. Oui, aucun Qu'est-ce problème. qui t'anime d'en repartir de zéro? Alors, chez les entrepreneurs, tu as plusieurs typologies de profils. Clairement, moi, je fais partie de ces entrepreneurs builders, créateurs. Donc moi, je m'éclate durant les premières phases, premières années d'une boîte, parce que c'est là où tu as un challenge de dingue, c'est là où on me dit c'est impossible. Et là, tout de suite, moi, quand on me dit ça, il y a un moment, je me redresse en mode qu'est-ce qui est impossible? Et donc, du coup, ça va attiser ma curiosité. Qui est corrélée de manière inversée à la hiérarchie et l'autorité, je pense. Voilà. Et puis, j'ai une forme de créativité, une forme d'obsession de craquer des problèmes et de trouver des solutions.
et d'apporter des choses concrètes. Donc, les premières années d'une boîte où tu dois trouver ton product market fit, comprendre tes utilisateurs, c'est quoi leur vrai problème, et du coup, telle solution, est-ce que ça marche pas? Tiens, on teste. Tiens, ça marche bien, mais ça, c'est foireux. Bon, et puis, on itère. Et en plus, dans le digital, on a cette chance, c'est qu'on peut itérer très vite. On peut tester des choses, on a du quali, on peut faire du quanti en mesurant les choses en ligne. Donc, tu as toute la matière qui va bien pour aller vite là-dessus. Après, une fois que tu as trouvé ton product market fit, tes produits sont bien calés, machin, etc., tu vas entrer dans une phase plutôt de gestion et d'optimisation. Donc, j'aime bien aussi cette phase-là parce qu'il y a un côté vachement plus analytique, plus chirurgical. Tiens, et tu essaies de vraiment comprendre la mécanique des flux sur ta plateforme. Tiens, quand on a au moins, je sais pas, 5 inscrits dans un lycée, on sait que 3 mois plus tard, il y en aura X, etc. Mais c'est de l'analyse, là. Ouais, tout à fait. C'est moins de la faiseur. Et donc ça, c'est quand même très, très satisfaisant intellectuellement. Et ça, j'adore aussi, mais je prends quand même beaucoup plus de plaisir sur les premières phases. Voilà. Et donc, c'est pour ça que tu as envie de recréer un business. C'est parce que tu as envie de revivre ça. Et ce matin, c'était marrant, on avait un board avec nos actionnaires. Et à l'issue de ce board, il y avait Mathieu Nebra, qui est un des fondateurs d'Open Classrooms. Okay. Donc, qui siège à notre board. Une belle pépite de la tech. Ouais, tout à fait. Pas 10 000. Qui lui est en train de se relancer. Il me disait à quel point ça lui manquait justement de retrouver l'ambiance qu'il ressentait chez nous avec une équipe, là on n'est que 20, mais où il sent que ça y est, l'émulation, tout le monde est au taquet, on a une mission qui est cool, on est bien organisé, bref, et on dépote là en ce moment. Et c'est vrai que ce moment-là est grisant. Il t'envie un peu, en gros. Complètement. Ouais, et c'est drôle. Là, je me rends compte à quel point ça m'avait... Enfin, en le vivant là, je me rends compte à quel point ça m'avait manqué durant cette période de transition. Où... Tu reconnectes avec le Julien de 2008-2010 peut-être totalement. Les débuts de Meilleurs Agents. Alors, avec des aptitudes différentes, parce que comme tu l'as dit, je suis vieux maintenant. Non, j'ai pas dit ça. J'ai plus la même capacité. Tu vois, je peux plus durer jusqu'à 3h du mat toute la semaine, et soirées week-end pendant des années. Ça, c'est physiquement impossible pour moi. Pour autant, bah voilà, tu joues sur d'autres forces. T'as quand même, on a un sac à bêtises quand même assez rempli, donc il y a des trucs où on évite de trop tâtonner. Il y a des trucs où on va un peu plus droit que si j'avais 25 ans, tu vois. Et donc du coup là, c'est un bonheur, mais avec effectivement un style un peu différent. Moi, je veux dire ça force, quoi. Aux gens qui nous écoutent, mais s'il y a un problème avec la hiérarchie, l'autorité à l'école, si vous aimez, même, je pense qu'il y a ce côté. On va parler de toi, étudiant, mais peut-être même à la cour de récré, créer les équipes, être ce leader, avancer vers un sujet ou essayer de prouver là où les gens vous disent que tu as tort. Peut-être qu'il y a un entrepreneur qui sommeille en vous. Sûr. Donc, soyez à l'écoute. Moi, je veux te parler justement de toi, étudiant. Tu étais un geek. Et surtout, tu m'as dit, j'ai eu la chance assez tôt de faire des thunes. Ouais. Bon, c'est peut-être pas dit comme ça, car je regarde pas mon tel là. Non, mais si, clairement. Raconte-moi ça. Et parce surtout, que le faire des thunes, il y a un déclic. Vas-y, raconte. C'est une forme à quel âge quand tu fais ça? Là, déjà je pense que j'ai 16 ans. Ouais, c'est ça. Parce que je suis au lycée et je commence à faire des sites internet pour un mec qui a des hôtels dans mon quartier. Et je lui facture, je sais plus, 2000 francs, tu vois, parce qu'on est encore en francs. Voilà. C'est toi qui te vieillis tout seul, là. Bah oui, mais bon, c'est la vérité. Et 2000 francs, c'est pas beaucoup, tu vois. Mais quand tu as 16 ans, tu vis chez papa, maman, tu es dans ta chambre, t'as rien, t'as zéro dépense. Enfin, 2000 francs, c'est un super argent de poche à cet âge-là. Tu m'étonnes. Et donc là, je comprends, ah putain, avec mon ordi que j'ai dans ma piole, là, dans ma chambre, et mes 10 petits doigts, j'ai une sorte de baguette magique qui me permet de créer des choses et que je peux monétiser. Valeur, quoi. Ouais. Voilà. Et ce truc-là me fascine. Et je me dis, putain, mais attends, mais c'est trop bien. Et donc, moi, j'étais un geek parce que j'adorais jouer aux jeux vidéo. Puis finalement, après, tu commences à trifouiller, tu commences à mettre les doigts dans le code et tu achètes un bouquin à la Fnac parce que tu n'avais pas encore les sites pour apprendre à coder, et encore moins l'IA. Et puis, tu commences à faire des petits programmes. Et puis après, tu mets les doigts dans Internet. Et puis, petit à petit, finalement, tu apprends Internet au moment où ça se développe. Et donc, moi, je suis vraiment un gamin de cette génération Internet où on a vécu l'Internet avec les modems où il fallait se connecter avec sa ligne téléphonique, avec le modem qui faisait 45 secondes de bruit chelou ensuite, pour se connecter, puis avec les factures qu'il avait avec. Je me faisais engueuler par mon daron. Bon, tu te faisais ouais. Et puis, en fait, je bloquais la ligne téléphonique professionnelle de mon père qui est médecin généraliste. Donc, il y avait des patients qui sûrement devaient appeler et qui ne pouvaient pas joindre mon père. Bon, bref. Donc, on les salue, j'espère qu'il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème, mais je ne le saurais jamais. Bref, voilà. Et donc, ça a été un vrai déclic parce que l'autonomie financière te fait grandir tout de suite. Et tu te dis, putain, en fait, je suis en capacité de pouvoir m'assumer.
Et je sais pas, j'avais pas forcément cette volonté au départ, mais une fois que tu t'en rends compte, tu dis, mais c'est génial. J'ai enfin, j'en ai plusieurs, mais je vais commencer avec ces 2 petites questions dedans. Comment tu vas choper la première opportunité? Et c'est là où on parle de chance, mais je pense que la chance, ça se Ouais. provoque. Et surtout, comment tu te sens légitime malgré... En fait, qu'est-ce qu'il a fallu pour que tu sois assez légitime pour te dire, en fait, ce que je vois sur Internet, là, j'imagine que tu as regardé du code, tu as mis les mains dans le cambouis, Ouais. je peux le faire. Et ça vaudra aussi bien que s'il aille voir un pro. Je me suis pas posé toutes ces questions. C'est ça qui est génial, en fait. Et tu vois, s'il y a un conseil que je peux donner entre guillemets, aux jeunes, c'est enfin, ceux qui ont envie potentiellement de créer leur boîte, c'est d'y aller le plus vite possible. Donc, faut être naïf, on a en une fait. candeur, une naïveté, on se pose pas de questions. Okay. On y va. Et puis, de toute façon, même si tu fais des études, même si tu dis, attends, il faut que je fasse 2-3 années dans le conseil ou en banque, machin, truc, pour apprendre la vraie vie professionnelle, en fait, tu n'apprends pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Donc, le plus tôt, le mieux. Parce que de toute manière, on est tous à poil, en fait. Donc, en fait, la légitimité se pose pas comme question. Moi, à ce moment-là, je me la pose absolument pas. Il y a une forme de naïveté totale qui fait que quand tu sais pas, t'y vas et tu sais pas que tu sais pas. Ouais, je vois ce que c'est aussi con que ça. Et c'est pas un don de tiens, mais j'ai confiance en moi, machin. C'est même pas ça. C'est tout simplement de l'ignorance. Tu dois l'identifier, l'opportunité pour autant. Ouais, alors je sais plus comment ça s'est fait. Je pense que c'était un pote qui m'a dit attends, mais il y a mon oncle ou je sais pas quoi, il a besoin d'un site internet, tu sais en faire, vas-y. Il m'a mis en relation. Moi, j'ai dit, ouais, je sais faire ça. Il m'a dit, en gros, il m'a montré sa plaquette papier. Il me dit, est-ce que tu peux me faire ça sur Internet? Je dis, oui. Donc, je dégaine mon Photoshop, je fais le truc, je lui présente. Après, je l'implémente en HTML et puis voilà. Et ça s'est fait hyper vite. Est-ce que tes parents valorisaient ça ou est-ce que tu l'as fait dans le dos? Ah, ils étaient au courant de rien. Est-ce qu'ils valorisaient ton temps sur les jeux vidéo? Non, je me faisais engueuler, évidemment. C'est cette génération. Ouais, évidemment. Ok. Sauf que, effectivement, il y a des moments où j'ai déconné, je jouais trop. Et dans le même temps, tu vois, moi qui suis maintenant papa, mon fils Lucien qui a 13 ans, passe beaucoup de temps sur les écrans. Je peux pas lui en vouloir parce que déjà j'étais un peu comme lui. Et puis il y a jeu et jeu, c'est-à-dire qu'il y a des bons jeux. Moi, tu vois, j'ai appris un peu l'anglais grâce à Zelda parce que c'était pas traduit. Donc quand tu te dis, tu lis Find the Shield, moi j'ai mon petit araps. Donc find, machin, ça veut dire quoi? Trouver, ok, shield, bouclier, il faut que je comprenne. Faut que j'aille trouver le bouclier. Technique shield. Voilà. Et donc, j'ai appris un peu des rudiments d'anglais, puis après, j'ai commencé à coder. Et puis, bon, il y a plein de jeux qui développent ta capacité d'analyse, de prise de décision rapide, une forme de dextérité, de motricité fine, tout simplement tactile. Ça dépend vraiment les jeux auxquels tu joues. Et on a bien compris, tes parents valorisaient pas ça. Juste, je veux connecter. Est-ce qu'il y a une corrélation avec l'autorité? Est-ce que tes parents, t'avais des bonnes relations quand t'étais plus jeune? Ouais, franchement, et j'y repensais. T'étais bon élève aussi, ouais? Non, moi j'étais un élève médiocre, vraiment médiocre. J'ai eu mon bac avec mention rattrapage. C'est pas une mention. Ouais. Et ça a été un grand moment de stress quand tu sais que tu dois passer l'oral le lendemain et sinon tu repiques une année. Franchement, c'est un peu stressant. Ok. Mais parce que ça m'intéressait pas. Mais tes parents te mettaient pas forcément la pression. Si, mon père, il était désolé de voir mon niveau, il en pouvait plus. Ça l'énervait, ouais, très clairement. Et ma mère était détente parce que bon. En fait, ma maman, elle est tahitienne, elle n'a pas eu le bac, tu vois, elle a été même maman au foyer, elle s'est merveilleusement occupée de nous, baignée d'amour, voilà. Mais en tout cas, sur les thématiques orientation, elle n'y connaît rien, tu vois. Mais elle était sereine, visiblement. Mais elle était là pour moi et elle m'a apporté l'amour et m'a donné la confiance suffisante pour que finalement, je sois autonome pour, voilà. Et papa, lui, médecin généraliste, donc sorti de la filière médecine, il ne connaît rien au monde de l'entreprise, du monde professionnel classique tel que nous on le connaît. Donc, il n'était pas en capacité de pouvoir m'aider. Et puis, la tech, à ce moment-là, personne ne comprend vraiment ce que c'est. Enfin, si tu veux, voilà. Et quelques années plus tard, tu leur donnes, je sais pas si c'est tort ou raison, mais en tout cas, tu les rends fiers, oui, j'imagine. ils sont contents, ouais, ils sont contents du parcours. On va parler de ça, juste une mini question. Et c'est peut-être la différence entre l'entrepreneur qui fait un grand coup dans l'entrepreneur qui réussit sur le long terme. C'est le Julien de 16 ans. Ouais. Comment il chope son deuxième client et son troisième? Et est-ce que c'est important de valider ou toujours pas, la question de légitimité n'est toujours pas là et en fait, tu as un filon et tu le tires, quoi. Ouais, je le tire de manière très, très organique et je suis même pas encore dans une logique de développement de business où je me dis, tiens, je vais me fixer ça comme objectif de chiffre d'affaires cette année et tout. J'étais pas du tout comme ça. Je me disais, là, j'ai fait un coup. Putain, il y en a un autre par capillarité qui me tombe dessus. Donc, tu voyais ça comme un coup? Ouais, à ce moment-là, oui. Il y avait pas de vision, tiens, je vais faire une web agency, etc. Non, il y avait pas ce truc-là. C'était vraiment de l'argent. De la même manière qu'un gars ou une fille pouvait faire une séance de babysitting.
Bah, moi, moi, je vais pas faire du babysitting, moi, je vais faire un site internet. C'est plus simple parce que c'était dans mes cordes. Sauf que le babysitting, les parents en parlent et que le site internet, Ouais, c'est un peu plus lointain, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, avançons un petit peu, on va pas refaire toute ta life non plus, mais il y a un spoiler avant de rentrer en tant qu'entrepreneur et monsieur qui n'aime pas la hiérarchie a passé quoi, 2 ans en costard-cravate? Je sais pas comment j'ai fait pour tenir 2 ans et demi. Alors Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté par une copine qui était au RH, donc chez Bearing Point, cette boîte de conseil, qui sait que moi, je suis un mec féru des technos Microsoft, en tout cas à l'époque. Et elle m'a dit, viens chez nous, il y a une vraie opportunité de développement business. On est nul sur ces technos-là, il nous faut quelqu'un qui connaisse la techno. Et il y a une vraie dimension entrepreneuriale à ce job-là, parce qu'il va falloir développer le pôle autour des technos Microsoft. Donc, il va falloir recruter, il va falloir répondre à des appels d'offres, développer le business, assurer le delivery des missions, etc. Et donc là, il y a une dimension vachement plus entrepreneuriale, déjà, en fait, qui, moi, m'a bien plu parce que, normalement, tu sais, quand tu es consultant dans une grande boîte comme ça, tu t'exécutes, quoi. Et un numéro, on t'envoie en mission, tu fais bien ta mission, c'est la moindre des choses. Et puis, tu gravis les échelons petit à petit au fur et à mesure que tu as tes reviews annuelles, etc. Moi, j'avais un rôle très différent. On m'a donné un peu carte blanche dans le sens où moi, j'avais une exemption, je n'avais pas besoin de passer 90% de mon temps chez le client. Ok. On m'a dit non, Julien, il est un peu différent. Lui, il va nous aider. Donc, gestion de la relation de partenariat avec Microsoft, répondre à des appels d'offres, structurer une offre, recruter des compétences sur ces technos-là, après assurer leur intégration, les faire monter en compétences, les envoyer en mission, etc. Donc, j'ai eu un rôle de quelque part de manager, alors que j'étais que consultant à ce moment-là. C'est de l'entrepreneuriat, quoi. Et j'avais un peu, effectivement, une forme d'entrepreneuriat autour de la relation de partenariat avec Microsoft. Et c'est ça qui m'a plu. Et bon, à un moment, je me fais rattraper quand même par devoir faire aussi des missions. Et là, je me retrouve notamment, je me souviendrai toujours, chez SFR, où je vois des réunions, on est 15 autour de la table, il n'y a pas un interne, ce ne sont que des consultants externes, tous facturés entre 800 et 1500 balles la journée, pour décider des trucs à la con. Moi, je me dis, mais c'est possible. C'est quoi, je vaux mieux que ça, tu te dis ça? C'est pas, non, mais c'est quoi ce gaspillage? Puis qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, on est 15 personnes plutôt cortiquées du cerveau à débattre d'une virgule sur Internet qu'on ne peut pas changer parce que ça n'a pas été voté au budget de l'année dernière. Mais je dis, mais on est chez les fous. Et donc déjà, je prends conscience que ça marche, ça tourne pas rond et qu'il y a un gaspillage phénoménal. Et puis surtout, je me fais chier. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de voir le fruit de mon travail, avoir un impact dans la vie des gens, avoir un truc qui sort, enfin, un produit visible. Enfin, est-ce que tu te dis que tu peux faire plus? Comment? Est-ce que tu te dis que tu peux faire plus? Par rapport aux autres ou Non, juste te dire qu'à l'heure actuelle, donc chez Bearing Point, ouais, ils utilisent peut-être, je sais pas, 50-70% de tes capacités intellectuelles. Ah, complètement. Et j'ai même un de mes managers, ça m'a marqué, qui m'a dit, non, mais là, tes livrables, Julien, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Il me dit, mais tu peux pas. Tu fais passer les jours pour des cons à côté. Ouais, et donc quand tu as une remarque comme ça, tu dis, mais c'est pas passe. Donc, et c'est vraiment pas pour me jeter des fleurs, parce que je suis pas plus doué qu'un autre. Hein. C'est juste que je faisais mon travail de manière consciencieuse. Mais bon, enfin, pour moi, ça fait partie vraiment de tous ces bullshit jobs dont on parle dernièrement. Enfin, je m'y retrouvais pas. Et j'ai l'impression que tu as atteint une frustration qui souvent peut être un élément déclencheur pour les gens qui se lancent. Ouais. Est-ce que c'est le cas? Et t'en as parlé à moitié, mais enfin, la politique en entreprise. Ouais. Alors ça, je l'ai pas trop subi. Bon, je voyais qu'il y avait une dimension politique, il faut prendre des décisions. Et là, je parle pas de la politique magouille ou pour se placer, etc. Non, même mais penser à son intérêt. Ouais. Non, moi, c'était surtout le côté, les processus de décision très longs, etc. Évidemment, je voyais bien qu'il y avait des luttes de pouvoir par-ci, par-là, mais j'étais encore à des niveaux, ça m'impactait pas trop. Non, moi, c'était vraiment une frustration de putain, mon temps n'est pas utilisé à bon escient. Je peux faire des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus ont plus d'impact et puis je vais voler de mes propres ailes. Et en fait, il se trouve que chez SFR, c'est là que je commence en fait, alors que je suis chez le client, comme je faisais chier, je commence à coder en fait. Et sur Meilleurs Agents? Sur l'ancêtre de Meilleurs Agents, un truc qui s'appelait Imo Plaza, qui était déjà un site d'immobilier avec une dimension Internet forte, qui utilisait les techno Google Maps en 2006. Là, ça venait de sortir. Donc aujourd'hui, tu as du Google Maps partout. C'est totalement standard, mais à l'époque, c'était nouveau. Okay. Voilà. Et donc, je commence à exploiter ce truc-là. Et puis, c'est comme ça que je crée une boîte qui me fait connaître dans le milieu de l'immobilier sur Internet et que de fil en aiguille, je rencontre Sébastien, Jordan, Pascal, qui sont les 3 autres gars avec qui on fondera par la suite Meilleurs Agents. Je veux parler d'une seule chose sur Meilleurs Agents. Ouais.
enfin, deux choses. On va parler argent, mais ça va être Ouais. après. Juste le 0 to 1. Ça ressemble à quoi, sachant que tu nous as donné les prémices? C'est-à-dire que les premières lignes de code, je rigole, hein, Ouais. mais c'est quand tu es chez le client de ton ancien employeur. Ouais. Bravo, Julien. Ouais. Mais au moins, ça veut dire que tu assumais la charge de travail qu'on te demandait et que tu étais capable de faire autre chose à côté. Je veux comprendre une chose. Est-ce que c'est toi qui allais convaincre tes 3 futurs associés? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as vu aussi une limite de devoir monter tout ce projet tout seul? Et est-ce que Imo Plaza Imo ou Imo Plaza? Imo Plaza, ouais. Je l'avais bon dès le premier coup, mais à quel point c'était différent de meilleurs agents? Ouais, et... c'était très différent. Voilà, rentre Alors, un Imo peu dans Plaza, ça. c'était Ouais. vraiment un site d'annonce immobilière avec une dimension cartographique très forte. Donc, au-delà de dire je recherche un 2 pièces de 40 mètres carrés, de moins de 200 000 balles, tu dis non, mais là, je veux un 2 pièces le long de la ligne 2 du métro, entre telle et telle station, ou à moins de 20 minutes de la Défense. Donc, il te faut de la data, quoi. Voilà. Ok. Et comme l'immobilier est quand même local, la restitution sur une carto, ça me semblait totalement évident. Ok. Voilà. Donc, c'est un peu par opportunisme technologique de tiens, ça y est, on peut utiliser la techno Google Maps, on peut l'intégrer dans des sites tierces, et donc je vais en construire un, parce que ce loger à l'époque était déjà très présent. L'expérience était, de mon point de vue, à chier. Donc, je me dis, voilà, tout bêtement, j'ai un produit qui est très cool, mais je vois très vite que je vais avoir besoin d'aide, parce que moi, je suis un tech à la base. Ce produit, combien de temps pour le dev? C'est pas un mois. Ok. Ouais, parce que j'étais un peu maniaque et j'ai intégré pas mal de données. Et c'est là, notamment, je commence à piquer les données des notaires que je réintègre sur Imo Plaza et je dessine les premières cartes de prix. C'est un peu le. Où tu as une map et tu peux voir. Et tu as des zones en couleur. Voilà, les zones rouges, c'est cher. Les zones vertes, c'est moins cher, etc. Donc, c'est là que je commence à faire ça. Mais très vite, j'ai un bon produit, mais je me dis, mais je vais avoir besoin d'aide sur la partie business. Enfin, je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, je ping un pote qui avait fait HEC Entrepreneur. Je dis, t'as pas des gars de ta promo là, qui seraient intéressés pour m'aider à bosser avec moi? Donc, je rencontre plusieurs gars, dont Jordan, avec qui le fit passe super bien. Et donc, je décide de m'associer avec lui. On tape dans la main et on commence à bosser ensemble. Et puis, en fait, dans la foulée, 2-3 mois plus tard, il y a Sébastien qui, lui, avait déjà trouvé Pascal de son côté, nous contacte en disant bonjour les gars, j'ai vu ce que vous avez fait avec Imo Plaza, c'est super cool, c'est super, nous aussi on a un projet. On se rencontre une première fois histoire de se connaître, puis après on se recroise par hasard dans des salons, puis finalement, au bout de 4-5 rencontres, on se dit, Sébastien se dit, tiens, ces 2 petits gars-là, ça a peut-être du sens que de leur proposer la possibilité, en tout cas, d'évoquer la possibilité de bosser ensemble. Donc on se retrouve, je me souviens très bien, chez lui, entre les fêtes de Noël et le jour de l'an 2007. Et là, il nous ouvre, entre guillemets, donc c'est son expression, son kimono, pour nous montrer son plan, ses slides, son BP, sa vision. Et donc, qui était une vision beaucoup plus orientée donc vendeur, parce que tu avais les acteurs comme Se Loger & Co, donc c'est portail à destination des acheteurs ou ceux qui veulent trouver un bien. Là, l'idée, c'était d'attaquer le marché par la face nord. La plus difficile, c'est choper le... Ouais, exactement. Et donc, on s'est dit, voilà, les prix, ça va être central, parce que ça va être le pot de miel pour attirer les vendeurs. Mais attends, juste quand tu vois tout son plan, tu dis il est chaud, ou au début tu te dis attends, il a rien compris, et ensuite tu te dis ah non, en fait, il est chaud? Non, au tout départ, je me méfie de lui, parce que donc là, je vois un vieux de plus de 40 baleines, moi j'en avais 24 ou 25 à cette époque. Donc je me méfie, en plus je vois un gars, il vient de la finance, il a bossé sur JP Morgan, il a dirigé une banque américaine, une filiale de Bank of America, puis il a monté son fonds de capital risque à Londres. Tu vois, je me dis, c'est qui ce gars de la finance, quoi, qui s'y nous veut, tu vois? Donc je m'en méfie au départ. Mais bon, au fil des rencontres, tu vois, la relation se crée. Et puis, quand il décide de nous accueillir chez lui avec Pascal et de nous présenter de manière candide ce qu'il avait en tête, etc., et de nous proposer de faire ça ensemble, ce qu'il avait présenté était parfaitement articulé. Moi, ça m'a complètement convaincu. On s'est regardé avec Joe, on a dit go. Voilà. Okay. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais tu étais méfiant à la base. Ouais, bien sûr. Je trouve. Ouais, bien sûr. Ouais, parce que tu as un méfiant, mais ouvert. Ouais. Mais encore une fois, il y avait une forme de candeur et de naïveté. Je me suis dit, ok, rencontrons. De toute façon. Au pire, on n'a rien à perdre. Ouais. On n'a strictement rien à perdre. Voilà. Est-ce que vous auriez. Donc, vous avez revendu. Donc, 12 ans plus tard. 12 ans plus tard. Ouais. 200 millions, c'est public. 200 millions, c'est public. A4. A4. Vous aviez levé? On avait évidemment levé. On n'a pas pris les 200 millions A4. Je t'arrête tout de suite. On avait levé avec des business angels donc, dès 2008. Ok. Tu as une ligne de millions qui apparaît sur ton compte. Tu vas marquer petit virement, revente, meilleurs agents. Tu te sens comment? Il y a écrit meilleur taux en plus.
Parce que le banquier, c'était Gros et tout le monde nous confondait. Donc, ça va, tu t'es pas trompé là. Mais il est pas cool, hein, parce que moi, j'ai essayé de le faire en mode, je lui tends la perche. Non, en fait, l'histoire, c'est que je me suis planté c'est quand même 3 assez fois de marrant non parce avant. qu'effectivement, ce montant-là, qui était quand même content, qui est le truc qui vient un peu sanctionner 12 ans de dur labeur. T'attends quand même avec un peu une forme d'impatience ce virement, tu veux prendre ton petit screenshot, tu le gardes, machin. Sauf que là, le libellé n'était pas correct puisqu'il a mis session meilleur taux, société totalement différente de meilleurs agents, mais avec laquelle tout le monde nous a confondus à cause de la proximité du nom, évidemment. Bien sûr. Et de la thématique parce que c'était les crédits immobiliers, nous plutôt les prix immobiliers, donc on était très très proches. Donc le potentiel de confusion est énorme. Tu ressens quoi, pardon, un virement à un gros soulagement. 10 chiffres. Moi, un soulagement. Ouais. Soulagement. Parce que j'étais en stress absolu. Ouais, moi, je viens d'une famille où on n'a pas d'argent, enfin, pas d'argent particulièrement. J'ai commencé ma vie sans économie, rien. Hein. Et en fait, durant toute la vie de meilleurs agents, on était rémunérés, évidemment, mais de manière très, très mesurée. Et donc, moi, j'ai toujours un peu souffert de manque de moyens au quotidien. Ça me pesait. Ça peut être une anxiété, l'argent, quand même. Bien sûr. Ok. Et quand t'es quand t'es pater d'une famille avec 3 enfants, t'as une forme de responsabilité quand même sur le plan financier, de les mettre à l'abri. On était locataires, on avait 0 patrimoine de côté. Enfin, en cas de plantade, ça aurait été très très compliqué. T'aurais essayé d'investir avant? Ou tiens, attends, je voulais te poser. C'était impossible pour investir. Mais tous les mois, je commençais dans le rouge. Tous les mois, j'allais voir Thibaut, notre CFO, pour lui dire tu peux me faire le virement de la paye du mois d'après. Il n'y avait que toi dans ce cas-là sur les 4 cofondateurs? Ouais, j'étais dans la situation la plus critique. Ouais, Ok. ouais. Pascal aussi, un peu, parce qu'il a une structure familiale assez similaire à la mienne. Ok. Sébastien avait une situation un peu différente parce qu'il avait eu l'occasion de gagner un peu plus de sous avant et Joe a eu des enfants plus tard et est beaucoup plus économe que moi. Donc, dans une vie, ouais. T'es passé de moins je sais pas combien, peut-être ça se compte en milliers si t'as 3 enfants. Ah ouais, non mais il y a eu des moments où j'étais à moins 30 000. Ouais. Tu vis un petit deuil, tu te sens plus utile quand tu vends ta boîte en plus, mais d'un autre côté t'es satisfait, t'as millions, il se passe quoi dans ta tête? Mais c'est 2 choses très différentes. T'as l'argent et ça c'est un deal que tu fais, hein. Tu cèdes ta boîte, tu donnes tes parts, t'as une somme en contrepartie, il faut accepter les termes du deal. Mais clairement tu te retrouves quand même par la même occasion dépossédé du sujet qui t'a fait vibrer, qui t'a totalement animé durant 12 années. Ce jouet-là, tu l'as plus entre les mains du jour au lendemain. C'est le vide. Donc, tu as un sacré vide qui se crée. La chance qu'on a eue, c'est Denis, qui était un business angel chez nous, qui est entrepreneur également, qui nous avait vachement alerté là-dessus. En disant, faites gaffe, les gars, après l'exit, il y a un grand trou d'air. Faut le gérer. Tu l'as géré comment, toi? Nous, la chance qu'on avait, c'est qu'on était déjà 4 à vivre ce moment-là. Donc déjà, tu n'es pas tout seul. Donc tu as au moins 3 autres gugus avec qui tu veux partager ton sujet. Donc ça, c'est bien. Et puis, j'imagine le verre le soir, tu as 4 dépressifs millionnaires en train de se dire mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais non, mais voilà. Et donc au final, ça nous a vachement aidé. Donc le fait de savoir qu'il y avait ce post-exit blues et le fait d'être à plusieurs nous a vachement aidé à bien le gérer. Et puis pareil, on n'est pas resté oisif. Bon, il y a eu cette période un peu bizarre quand on vend fin 2019, arrive février-mars, là, et on découvre un truc qui s'appelle le Covid. On se retrouve enfermé chez nous, bon, bref. Tu l'as accueilli? Hein? Tu l'as accueilli? On n'a pas eu le choix. Hein. Oui, mais je veux dire, tu t'es dit, il y a des... Alors, heureusement, je pense qu'on avait vendu parce que j'étais un peu stressé, moi. Et le fait de vivre le Covid en ayant en ayant scellé le deal avant, je pense que ça m'a permis de vachement mieux vivre le Covid. Okay. Si on était encore aux manettes, ça aurait été une source de stress abominable. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le business? Que ça va nous faire planter la boîte, etc. Tu vois, tu peux imaginer des scénarios un peu catastrophes. Tu vois. Et tu le vis comment? Tu fais quoi pendant le Covid, toi? Et ben là, on est dans cette année de transition, parce que quand on vend fin 2019, Axel Springer, donc le groupe qui nous a racheté. Ah bah oui, t'es vesté. Non, ou tu dois rester. Non, en fait, ils nous ont demandé de rester 1 an pour assurer une bonne transition, ce qui est tout à fait normal. Et 1 an, on s'attendait à devoir négocier. Généralement, c'est plutôt 3 ans avec des earn-out et tout. Non, nous, ils nous ont demandé de rester qu'1 an. Ok, très bien. Et donc, ce qu'on a fait, mais c'est vrai que c'était une transition
qui s'est faite en remote. Tout le monde était confiné. C'était une période bizarre quand même. Hein. Voilà. Je t'amène là-dessus parce qu'en plus, tu vas apprendre à me connaître, on croque le temps, comme dans tous mes épisodes. Est-ce que tu as dû vivre une période de néant qui d'ailleurs t'a peut-être permis, toi, d'apprendre à... Vraie question. Est-ce qu'en vendant Meilleurs Agents, à ce moment-là, tu te connaissais bien ou pas? Non, ça c'est encore un chemin que je suis encore en train de parcourir. Tu te connais déjà mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Évidemment, j'ai une bien meilleure connaissance de moi-même aujourd'hui, mais il y a encore plein de zones qu'il faut que j'aille explorer. Et ma question, donc je reviens un petit peu là-dessus, sur ce vide. Je veux juste comprendre à d'autres personnes, parce que en fait, c'est pas un malheur, mais c'est quelque chose que tu vis mal à un instant T. Ouais. À quel point ça trigger EduMapper? À quel point ça te donne envie de repartir sur autre chose? Ouais. Alors, nous, en fait, on avait cette volonté, je dis on parce que on a réfléchi en groupe là-dessus, sur cette question-là. Ouais, parce qu'on l'a pas dit, mais tu as remonté EduMapper avec Sébastien et Jordan. Deux des trois. Ouais, tout à fait. Mais Pascal est quand même dans l'aventure, non pas en tant qu'opérationnel et cofondateur, mais en tant qu'actionnaire. Voilà. Donc, il est quand même là. Et donc, en fait, ce qu'on s'était dit, ce qui serait cool, les gens qui ont plein d'idées, sauf que putain, scoller le truc pendant 10-15 ans, on connaît le tarif, tu vois, on sait que c'est ça. La boîte que tu crées comme ça et qui se vend en 3 ans, ok, ça n'existe pas, quoi. Le coût, quoi. Et donc, conscient de ça, on se dit, mais en fait, vu toutes les idées qu'on a, il vaudrait mieux qu'on fasse un modèle à la Thibaut Elzière avec Exa. On fait un startup studio, on a plein d'idées, on trouve les bons gars et filles pour porter les projets, on les cornaque bien les 6, 12, 18 premiers mois pour bien positionner la boîte sur le plan business, sur le plan de la culture d'entreprise, sur le plan des valeurs, bref, sur le plan strat. Bref, les éléments qui ne garantissent pas le succès parce que c'est vraiment impossible, mais en tout cas qui maximisent les chances d'y arriver potentiellement. Okay. Et on garde un bout du capital, ça. Sauf que très vite, on se rend compte que le business model est compliqué à tenir dans la durée. Le ballpark, c'est entre 300 et 500 000 balles par boîte à financer et tu dois en lancer, 3 par an pour en avoir au bout de 10 ans, et c'est plutôt 3-4 par an pour avoir au bout de 10 ans un portefeuille d'une trentaine, quarantaine de boîtes, pour que tu en aies quelques-unes parmi celles-là qui finalement réussissent vraiment leur avec truc. Une secret Donc sauce, ça reste un business model où tu as beaucoup de fonds à décaisser avec un outcome qui est très lointain et très incertain. Okay, en revanche, pluralité de sujets, thématiques, de personnes, ça super. Mais quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout le même bail et c'est pas du tout le même deal que de créer sa boîte, que d'aider quelqu'un à créer sa boîte. Là, on passe d'une situation où on était sur la galère à partir en expédition à la découverte des Indes ou de l'Amérique à on est sur le quai et on va prendre des mecs, on va les mettre sur des bateaux et on va dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas aller là, comme ci, comme ça. Train se crash, mais en fait, il y en a d'autres qui roulent. C'est eux qui s'en vont, c'est pas toi. Et c'est eux qui ont la main sur la barre. T'as pas le couteau sous la gorge, en gros. Quand il y a du vrai stress, tu sens que tu le ressens peut-être moins qu'eux parce que tu as moins aussi d'implication, ce qui est normal. Ouais, mais t'es à côté, en fait, t'es pas dans le siège conducteur. Juste une parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que tu as fait quelques invests en tant que business angel et alors que tu as pu expérimenter mais ça, c'est en dehors. Oui, mais du coup, tu as une petite expérience là-dessus, d'accompagner des entrepreneurs dans leur projet. Et c'est ce qui nous a beaucoup occupé en fait, après l'exit. C'était de faire un peu d'invest, s'occuper des sujets patrimoniaux, de voir des boîtes, parce qu'effectivement, c'est hyper grisant de voir des entrepreneurs qui... ils ont un feu sacré, ils ont une flamme particulière, les entrepreneurs. Ils se disent, putain, ce problème-là, c'est pas possible, il faut que je trouve une solution. Trouver les bons paramètres pour que sur le plan économique, ça ait du sens et qu'il y ait une viabilité aussi business. Et ça, c'est super positif, tu vois, ça nourrit. Et ça comble un peu le vide. Est-ce que c'était aussi retrouver le 0 to 1 je me souviens plus, mais cette personne d'Open Classroom qui te disait ce matin encore même, je t'envie de cette période. C'était ça un peu? Ouais, mais de manière différente. Même parce que là, non intellectualisé peut-être. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, c'est se frotter à des gens qui sont en train de vivre ce moment-là. Et en revanche, c'est très différent parce que tu mets un ticket, puis après, faut attendre 10 ans pour savoir si tu as pris une bonne décision. Tu n'as pas du tout la même feedback loop que quand tu crées un produit où tu as des métriques, du feedback, etc. Là, tu sais pas. Le premier feedback que tu peux avoir, c'est est-ce qu'il relève, mais ça, c'est au bout de 18 mois, tu vois, ou est-ce qu'il plante. Et puis même s'il relève, tu n'as pas la garantie qu'au bout de chemin, tu t'y retrouves, tu vois. Puis tu es peut-être moins utile dans l'aventure. Ouais, et puis souvent, aussi, les gars ils disent oui, mais moi, je veux des BA qui sont experts, qui peuvent m'aider opérationnellement. Et toi, tu leur dis oui, ok, moi, je peux t'aider là-dessus, etc. Et au final, très peu viennent te solliciter. Okay. Et moi, je suis pas dans une posture où j'inflige de l'aide. J'ai pas envie de faire. Voilà. Ça marche jamais. J'ai jamais été BA suffisamment conséquent dans un cap table pour vous imposer quoi que ce soit.
Donc voilà. Donc encore une frustration. Non, ça, c'était pas une frustration. Non, parce que j'aurais pu très bien décider, ok, dans ce cas-là, je change ma politique d'investissement, je mets des plus gros tickets, je prends et un rôle plus fort. C'était pas ma posture. Ok. Et ça, il faut être cohérent. Tu vois, si je mets des petits tickets, forcément, je peux pas briguer une influence forte sur. Voilà. Mais tu pensais pas que ça allait alimenter quelque chose de mettre ces tickets et que, en fait, la frustration vient du fait que, en fait, non, ça l'alimente pas et que la seule chose qui alimentera ce truc-là, c'est de remonter une boîte. Alors oui, par cette avidité de mettre les mains dans le cambouis. Ouais, ça, il n'y a que la création de boîte. Okay. Et le Startup Studio, très vite, on s'est rendu compte que ça n'allait pas assouvir ce besoin-là, qu'on partage finalement avec Jordan et Seba. Et donc, c'est comme ça, parce que c'est une des questions que tu as soulevées tout à l'heure, c'est comment on s'est rencontré avec Valentine. C'est qu'en fait, Valentine était porteuse d'un projet plutôt autour de la recherche de stage au départ, puis on l'accompagne avec son associé Paul-Henri. Et puis, au fil des semaines, on passe une après-midi avec eux toutes les semaines. On voit le duo grandir. Au fil des interviews, le sujet morphe de la recherche de stage à finalement plutôt la pratique de l'orientation. Puis Paul-Henri, pour des raisons familiales, décide de quitter l'aventure pour trouver un job parce qu'il avait besoin de croûter, etc. Valentine se retrouve seule. Et attends, la graine a déjà germé tous les soirs. Tu commences à y penser, non? Même sans en parler ouvertement avec Valentine, tu te dis, de jour en jour, le sujet, il me parle de plus en plus ou pas forcément? Alors, pas forcément. En tout cas, on voyait... Voilà. C'est là où tu allais décevoir, non? Sur l'éducation. Ouais, parce que l'éducation n'est pas, moi, un sujet qui me passionne, en tout cas, autant que l'immobilier m'a passionné. En revanche, ce qui me passionne, c'est de digitaliser un marché qui est opaque, etc. Et ça, c'est vraiment ma passion, mais je pourrais l'appliquer à d'autres thématiques, tu vois. Et très clairement, pour tout te dire, là, c'est quand Valentine se retourne vers nous et dit à Sébastien, qu'est-ce que je fais? Sébastien dit, non, mais attends, ce sujet-là, en fait, c'est quoi? Il faut qu'on le fasse ensemble. Et puis, il nous regarde en disant, Joe, Jus, moi, ce sujet-là, j'ai envie d'y aller. Allons-y, faisons-le ensemble. Il y a temps de parler avec mes meilleurs agents. Alors, c'est pas la même thématique. Et il savait que moi, l'orientation, c'était pas, ou l'éducation n'était pas ma thématique préférée. Mais il dit, mais attends, mais il y a moyen de faire un super truc. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà. Et donc, avec Valentine, on a reconstitué une équipe, donc un quatuor. Donc, c'est bien parce qu'elle apporte de la jeunesse, hein. Puis c'est une femme et elle apporte un air frais à notre association. Parce qu'on aurait pu, tu vois, rester un peu entre nous et garder vraiment. Et donc le fait d'intégrer Valentine vient renouveler la dynamique de notre équipe. Vous faites bosser de manière différente que sur Meilleurs Agents, entre vous trois même, sans Valentine, mais je veux dire... C'est pas tant sur la manière de bosser, mais c'est plus relationnel. Et puis en fait, ça apporte une vibe différente. Voilà. Et je le sais, ça, c'est top. Pour l'avoir côtoyé, l'avoir reçu dans ce podcast, que ta différence, elle est passionnée, je le sais, de l'éducation et de cet impact sur la nouvelle génération, comme moi, avec ce magnifique t-shirt héritage. Ouais. Moi, je vais te poser cette question. Elle est très compliquée à poser à Valentine. Je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais elle a fait preuve d'humilité, comme vous toutes et tous, à mon micro. Qu'est-ce que, 2 ans après, tu dirais, si demain... On sait que c'est une pépite, Valentine. Je crois qu'elle est plus jeune que moi, d'ailleurs. Donc vraiment, moi, ça m'impressionne. C'est quoi son competitive advantage? Et je suis sûr qu'il est, tu vois, ça peut être... Valentine? Ah ouais. Sur quoi elle est très... Elle t'impressionne sur plein de choses. Elle a une énorme capacité de travail, déjà. Elle a un gros niveau d'ambition. Elle est très fine dans son jugement, que ce soit... sur le positionnement de la boîte, comment on est perçu. Elle a une très bonne acuité, tu vois, de positionnement quasi politique, tu vois, de comment on va être perçu, etc., qui sont, moi, des sujets sur lesquels je suis moins... Elle est forte en relationnel. Ouais, voilà. Moi, je suis beaucoup plus brute, rough, enfin, voilà. Et donc, ça, elle est vraiment canon. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, capacité de travail, acuité, sur le plan personnel aussi. Dans le relationnel, dans la gestion des équipes. Non, c'est une super addition. Tu peux dire que 2 ans plus tard, ça a été une agréable surprise, c'est-à-dire que vous êtes associés, mais que ça a... Non, parce qu'on avait... de juger alors qu'elle n'a pas fait d'exit, elle n'a pas fait 200 millions tout à fait. Et une boîte sur 10 ans. Tout à fait. Et, mais déjà, on l'a vu évoluer durant toute la période où on les accompagnait, à cette époque studio. Et on avait vu une Valentine au départ plutôt timorée, un peu effacée, prendre confiance en elle de plus en plus, jusqu'à prendre le lead et tout. Et en fait, on l'a vu pousser à vitesse grand V. Et donc là, 2 ans plus tard, donc ça s'est confirmé. Et aujourd'hui, c'est un bonheur. Merci, Valentine. Ouais.
Mince, fallait que je le mette là, ça va faire une mauvaise mise au point, mais voilà, cœur sur toi, Valentine, merci. Je termine avec mes dernières petites questions, il nous reste 5 minutes, je sais qu'on n'a pas parlé de certains sujets, je vais te les poser rapidement. Comment tu fais pour faire en sorte, avec toute cette collection de données et être capable de créer des corrélations entre elles pour essayer de comprendre et que, en fait, que les étudiants se comprennent mieux et se connaissent et s'orientent, comment tu fais pour pas les enfermer dans des cases? Sachant que je le remets là-dessus. Je crois que l'entrepreneuriat n'est pas une case. L'entrepreneuriat, c'est le fait de sortir de toutes les autres cases. Est-ce que c'est une case? Tu le vois comme ça. Ah bah, je me trompe En fait, peut-être. Hein, ouais. On pourrait dire que c'est une case en tant que telle, tu vois, c'est la case des marginaux, ces mecs qu'on n'arrive pas à mettre dans les autres cases, mais par définition, c'en est une, tu vois. Je sais On pas pourrait si se dire c'en ça. est une, parce qu'il y a tellement de types dedans que dans ce cas-là, il y aurait... Ouais, Ou mais c'est dans un chaque jeu à métier, part. on a tous des personnalités très différentes, etc. Donc évidemment, pour moi, la vision avec les cases, j'y adhère absolument pas. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas des risques de limite quand tu donnes à des étudiants en quête de réponse? Tu vois, les tests psycho, Riazek, Ouais, bien tu sûr. as 6 Ouais. personnalités, tu dois être une des 6. Ouais, ouais. Mais nous, on n'a pas un produit qui vise à te dire, bah, tiens, tu feras tel métier et tu es condamné à faire ça. On te montre un peu quelles sont tes forces, tes drivers, donc, c'est juste une meilleure compréhension de soi-même. Et donc, les personnes qui ont ces drivers comme toi sont amenées à faire ci, à faire ça, etc. Donc, on ne dit pas tu feras ça. On essaie de te montrer, tiens, où est-ce que ça peut potentiellement te mener. Et on t'ouvre plutôt des voies, on te montre des chemins possibles, plus que te déterminer où est-ce que tu dois aller. C'est pas du tout la même chose. Donc, il y a toujours une Voilà. pluralité de chemins que vous proposez. Ouais. C'est jamais un truc en disant Ouais. ah, toi, tu serais bon là. Ouais, Ok. exactement. C'est plutôt, on essaie de te montrer des chemins possibles. Parce que déjà, il y a plein de gamins qui connaissent pas le champ des possibles. Et donc, c'est déjà ça l'idée, parce que en fait, c'est compliqué de faire un choix sans savoir quelles sont les possibilités qui te sont offertes. C'est plus facile de s'engager sur un chemin quand tu sais qu'il y a 4 autres chemins et que tu sais vers quoi ils mènent. Donc, on essaie de t'acculturer à cette possibilité-là pour t'aider à mieux choisir in fine. Voilà. Et dans ce processus. Sachant qu'il n'y a pas qu'un seul parcours, hein. D'où le nom EduMapper. C'est voilà, bon, demain, tu comprends un peu mieux ce que tu veux faire. On va dire, bah voilà, tu peux emprunter tel chemin. Il y a la voie royale, prépa, grande école, mais pas que. Il y a aussi licence, machin, un BTS à l'issue duquel tu fais ci, tu fais ça. C'est un peu comme CityMapper. Tu veux aller à Nation, bah, tu prends le métro, le RER, le vélo, le taxi. Donc, ce sont des durées différentes, des coûts différents, des proportions et des volumes d'accès différents. Un plaisir différent Voilà, pour les gens qui l'utilisent. exactement. Enfin, Et il n'y a pas qu'une voie. Ouais, Voilà. ouais, Et c'est ça qu'on cherche à digitaliser. Et moi, je me posais la question, comment tu ferais pour valoriser des mecs un peu fous comme toi et moi? Moi, j'étais bon à l'école, hein, mais je foutais la merde. Mais j'étais quand même très bon à l'école. Et c'était dans la douleur. Comment tu fais pour valoriser des profils artistiques dans tout ce processus d'orientation? Je dis artistique, je mets les entrepreneurs dedans, hein, tu l'auras compris, dans EduMapper. Aujourd'hui, de manière on le fait pas encore, hein. Enfin, aujourd'hui, on est dans des approches très globales, très statistiques. C'est vrai que là, tu me poses une question et qui est un sujet qui mériterait sur lequel on s'attarde parce que c'est quand même une typologie de profil très particulière. Aujourd'hui, on ne le fait pas, hein, très clairement. Donc, mais je ne vais pas t'inventer une réponse. Voilà. Ça peut être dans la roadmap à terme. Ouais, très clairement. Très clairement. Je voulais te la poser, cette vraie question. On a bien compris, hein, pour le moment, vous n'allez pas monétiser parce que vous servez vos users. Et que... Si, on va monétiser, mais on ne le fait pas encore pour le moment. Oui. Ouais. Parce que la boîte, elle a 2 ans. L'app existe depuis combien de temps? Ça fait 1 an globalement qu'on est lancé. Ouais. Combien de users? Je t'ai rien posé comme question. Vous avez combien de users? Là, on a 110 000 comptes qui sont créés. Donc, quand je dis compte, c'est actif. Où on connaît nom, prénom, quel lycée il est, en quelle classe, quelles sont ses spécialités, ses notes, qu'est-ce qu'il veut faire. Donc, on a un niveau d'intimité de nos lycéens qui est quand même très poussé. Et tu vois, sur la cohorte actuelle des terminales, notamment en général, on a un peu plus de 15% de taux de pénétration après 2-3 mois d'existence, là, vraiment réelle sur la fin d'année et ce début d'année. Okay. Et je pense qu'on va arriver, devrait arriver à 30% de pénétration d'ici fin mars, qui est la date où, globalement, les vœux doivent être enregistrés dans Parcoursup. Ah, Parcoursup. Voilà. Pas de pincement au cœur, clairement. Je vais te poser cette vraie question. Donc, du coup, on comprend que pour le moment, vous servez des gens. C'est vraiment, et c'est ce qui fera la réussite à long terme. L'éducation nationale. Et fais attention à ce que tu vas dire. Ma mère en fait partie. Non, moi, je pense que le prof est un des plus beaux métiers qui donne les chances aux gens. J'aimerais savoir,
Est-ce que c'est la même strate? Est-ce que vous allez bosser un jour avec l'éducation nationale? Et je dis bien un jour parce que je comprends bien que vous ne le faites pas encore. Je n'ai pas la réponse, franchement, et c'est pas pour me défausser par rapport à ta question, Yacine. Nous, on a envie de faire notre vision et qui est d'aider le lycéen à prendre les bonnes décisions, et pas que les lycéens d'ailleurs, parce que les problématiques d'orientation, elles interviennent même post-bac, une fois que tu as fini ton BUT ou ta licence, qu'est-ce que tu fais après, quel master, puis quelle spécialité je prends, et il y a plein de questions qui se soulèvent et pour lesquelles tu as besoin d'aide. Évidemment, l'éducation nationale et aussi le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont des données qui nous seraient très utiles pour pouvoir bien faire cette mission-là. Donc, dans quelle mesure on peut travailler avec le ministère, enfin les ministères pour réaliser cette mission? Nous, on en serait ravis. Après, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça va au-delà? Je n'ai pas la réponse. Bah, surtout que moi, je vois une chose, c'est si tu dis que chez Bearing Point, il y a de la politique, bon courage. Et ensuite, c'est aussi très processé et très long. Alors que quand tu arrives type Doctolib, et que tu montres que ça marche, c'est l'État qui vient te voir en mode on doit s'aligner. Et ce serait un objectif, ça, ou même pas? C'est pas un objectif en tant que tel. C'est un socle commun vu que c'est Oui, bien sûr, publique. mais en fait, c'est-à-dire que obligatoire. Nous, notre ambition, c'est de servir le lycéen. Et donc, il faut emprunter le chemin qui va maximiser nos chances de faire cette vision-là. Okay. Voilà. Et donc si ça passe par un partenariat, si ça passe par travailler de manière plus étroite avec nos amis de l'État, ça passera par là. Si ça passe pas par là, on le fera pas. Et ça n'empêche pas qu'avec le capitalisme, on peut avoir énormément d'impact. Bien sûr, et il faut des moyens, et c'est pour ça qu'on a levé des ronds, c'est pour ça qu'on a besoin d'un modèle économique, d'avoir un business model qui est viable pour avoir des moyens conséquents, pour pouvoir faire un bon produit, in fine, délivrer de la valeur et réellement aider les lycéens dans leur orientation. Allez, c'est ma dernière question, parce qu'on a un petit peu croqué. Je m'excuse au studio qui nous attend. Toute simple, toujours dans la notion d'héritage et de retransmettre. Tu as 3 enfants. Oui. Il y a 13, 19, 16 et 13. 19, 16 et 13. Belle fleur de l'âge, en tout cas, sur ces réflexions. J'aimerais comprendre une chose. Je ne parle pas d'entrepreneuriat. Je parle d'apprendre à se connaître, et je sais que toi-même, je sais que tu es humble et que tu n'es pas arrivé au bout et que c'est le chemin d'une vie. C'est quoi les questions qu'on devrait se poser, disons, à partir de 15 ans pour se connaître et ensuite mieux s'orienter et être Tellement pas la réponse. C'est quoi les questions que toi, tu te poses dans ce cas-là et que tu aurais aimé te poser un peu plus tôt dans ta vie? Découvrir ses passions, c'est quand même une clé. Donc du coup, est-ce que c'est des questions que j'ai envie qu'on se pose, ou plutôt des occasions de découvrir? J'allais tester plein de choses. Est-ce que c'est pas se poser de questions, en fait? C'est de maximiser, en tant que parent, là, c'est de maximiser les occasions pour un enfant de découvrir des choses et de tâtonner et de tester. Parce que c'est difficile, encore une fois, de savoir vers quoi s'engager quand on ne sait pas que cette chose existe. Donc, plus on peut maximiser au travers des activités sportives, artistiques, voyages, les stages. Putain, les stages. Lucien, moi je l'ai pris une semaine là à Toussaint, il est venu au bureau, il est en 4e, il n'y a pas de stage à faire. Mais je me suis dit, mais en fait c'est génial pour lui, il va découvrir des trucs. Et Lucien, je rigole parce que ton père te doit des thunes. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça, j'ai le reminder. Non, mais un grand merci. Et donc ça, c'est clé. Ouais. Un grand merci, Julien. Moi, je veux boucler là-dessus. Et c'est drôle parce que quand je t'ai posé les questions et que ça a reconnecté avant, où tu me disais, mais moi, j'étais naïf, j'intellectualisais pas. Et en fait, est-ce qu'on peut dire que ce podcast est un reflet de mes peurs que j'intellectualise un peu trop? Et dédicace à ma mère qui me dit arrête de te poser des questions et fonce. Foncez, les amis. Moi, je note ça quand même sur Valentine, sur tes expériences et sur toi à titre perso. Ayez de l'ambition, en fait. Et je suis pas sûr qu'en France, on nous apprend ça, mais ayez de l'ambition. Si vous pensez que les gens vous renvoient que c'est pas possible, peut-être c'est qu'il y a un créneau à faire, voilà. Et la dernière chose, c'est merde à toutes les personnes qui entreprennent, qui misent sur elles pour impacter notre société positivement, comme tous mes invités, dont Julien aujourd'hui. Et un grand merci de m'avoir laissé faire un tour. Super moment. J'ai adoré faire ça avec toi. Trop cool. Et puis, je vais te titiller sur la partie entrepreneuriale que vous allez attaquer un jour avec EduMapper. En tout cas, je l'espère. Et bis à Valentine et à tous tes associés, à toutes et à Lucien. On termine là-dessus et tes enfants. À la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut Yacine. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.